Si deux développeurs peuvent forker Bitcoin et réussir à le redéfinir, alors il faudrait déclarer Bitcoin comme un projet raté. Ceci est une citation d'un email envoyé par Satoshi Nakamoto à une époque où des investisseurs institutionnels tentaient de prendre le contrôle de Bitcoin avec l'aide de certains développeurs, de mineurs et de certaines grosses entreprises de crypto. Heureusement, leurs tentatives ont échoué. Mais les récents mouvements de gestionnaires d'actifs comme BlackRock, de mégabanques comme JP Morgan et de régulateurs financiers comme le groupe d'action financière, le GAFI, suggèrent qu'ils s'apprêtent à réessayer. Aujourd'hui sur Money Radar, nous allons vous raconter l'histoire de la façon dont les investisseurs institutionnels ont tenté de prendre le contrôle de Bitcoin, comment la communauté a gagné, ce que font maintenant les investisseurs institutionnels et comment nous pouvons riposter. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et soutenez-nous avec votre plus beau like. Précisons une petite chose, presque toutes les informations dans la vidéo d'aujourd'hui proviennent d'un livre brillant intitulé The Block Size War, The Battle for Control over Bitcoin's Protocol Rules. En langue de Molière, cela donne la bataille pour le contrôle des règles du protocole de Bitcoin. Il a été écrit par Jonathan Beer, le responsable de la recherche chez BitMEX, et c'est une lecture que vous ne regretterez pas si vous avez le temps. Le lien sera dans la description. On laissera certains détails de côté pour éviter de finir avec une vidéo d'1h30. Posons le décor avec une citation incroyable du début du deuxième chapitre du livre. Elle est un peu longue, mais nécessaire pour mettre tout ce dont nous allons parler dans le contexte. Elle vous aidera également à comprendre et à apprécier jusqu'où Bitcoin est allé. Dans les premiers jours de Bitcoin, de 2009 à 2011, tout l'écosystème se composait d'un seul logiciel, le logiciel Bitcoin. Ce logiciel existait initialement pour Microsoft et comprenait le portefeuille, le nœud complet et le mineur. Il n'y avait pas d'application mobile, pas de commerçants, pas de site de jeux d'argent, pas de marché du darknet, pas de produits négociés en bourse, pas d'investisseurs institutionnels, juste une application logicielle primitive et basique. Tout ce que l'on pouvait faire, c'était miner quelques pièces, les envoyer et en recevoir. À l'époque, Bitcoin était assez inutile et en surface, le système ne semblait pas avoir beaucoup de valeur ou de potentiel pour s'y intéresser. Il fallait avoir de l'imagination. Il fallait voir plusieurs étapes à l'avance et conceptualiser comment le système se développerait et changerait avec le temps. Fin de citation. Évidemment, il y avait de nombreuses opinions différentes sur la manière dont Bitcoin devait évoluer, mais elles tombaient généralement dans l'un des deux camps. Le premier, c'est ceux qui pensaient que la principale raison d'être de Bitcoin était d'être un nouveau système de paiement. Le deuxième, c'est ceux qui croyaient que la principale raison d'être était un nouveau système monétaire. Ceux qui estimaient que le but principal de Bitcoin était d'être un nouveau système de paiement imaginaient un monde où le Bitcoin deviendrait une monnaie comme le dollar américain. Bitcoin deviendrait alors la couche de base pour tous les paiements mondiaux. Cela nécessiterait de nombreuses modifications dans son code, notamment pour le rendre plus rapide et scalable pour une mise à l'échelle. D'un autre côté, ceux pour qui le but principal de Bitcoin était d'être un nouveau système monétaire imaginaient un monde où le Bitcoin deviendrait de l'argent comme de l'or, et Bitcoin deviendrait la couche de base pour les règlements de grande valeur. Cela ne nécessiterait pas beaucoup de modifications, contrairement à l'autre, il pourrait rester presque le même. Vous pourriez résumer ces différences de point de vue comme Bitcoin étant de l'argent numérique contre Bitcoin étant de l'or numérique. Bien sûr, la plupart des investisseurs institutionnels supposaient initialement que le but principal de Bitcoin était d'être un nouveau système de paiement, tandis que la plupart des utilisateurs croyaient que le but principal de Bitcoin était de devenir un nouveau système monétaire. Cela a abouti à deux camps, les Big Blockers et les Small Blockers, gros blocs et petits blocs. Si vous êtes au parfum sur la rapidité de traitement d'une blockchain, vous savez que l'une des façons de rendre les cryptos plus rapides est d'augmenter la taille de chaque bloc. On met davantage de transactions dans un bloc plus gros, donc plus rapide. Encore une fois, c'est ce que les investisseurs institutionnels, alias les Big Blockers, voulaient pour Bitcoin. C'était nécessaire si cela devait devenir un système de paiement. Cependant, du point de vue des utilisateurs de Bitcoin, alias les Small Blockers, augmenter la taille des blocs de Bitcoin pourrait rendre impossible son objectif principal de devenir un nouveau système monétaire. Cela était dû à de nombreuses raisons, mais principalement parce que cela pourrait créer un précédent pour changer le total de l'offre de Bitcoin de 21 millions. Une autre raison pour laquelle les Small Blockers étaient contre une augmentation de la taille des blocs était qu'elle pourrait réduire la décentralisation de Bitcoin au fil du temps. C'est parce que de moins en moins de nœuds seraient capables de stocker l'historique complet des transactions de Bitcoin si sa blockchain grandissait trop rapidement. Il deviendrait difficile pour monsieur et madame tout le monde de faire tourner Bitcoin Core à la maison si le logiciel fait des centaines de gigaoctets.
Logiquement, si l'offre de Bitcoin était sujette à des changements et que la blockchain Bitcoin était elle-même centralisée, cela ne ferait pas un très bon stock de valeur. Ce serait analogue à l'offre d'or étant sujette à changement. Seulement une poignée d'institutions seraient capables de vérifier ce qui est de l'or réel. Non seulement cela, mais beaucoup de small blockers présumaient que Bitcoin pourrait toujours supporter un nouveau système de paiement sur sa blockchain. Pour eux, cet objectif était secondaire à la création d'un nouveau système monétaire. Pourquoi ? Car un nouveau système monétaire signifie retirer la capacité des banques centrales et des gouvernements à contrôler l'argent. Comme l'Église a été séparée de l'État il y a plus de 100 ans, Bitcoin vient dissocier la monnaie de l'État. C'est un objectif beaucoup plus grand, sans aucun doute. Jonathan, l'auteur mentionné précédemment du livre, a résumé la différence entre les big blockers et les small blockers comme ceci. Les big blockers priorisent le court terme, tandis que les small blockers se concentrent sur le long terme. Les big blockers priorisent l'expérience utilisateur, tandis que les small blockers privilégient la résilience du système. Les big blockers priorisent la croissance, tandis que les small blockers sont plus préoccupés par la durabilité. Vous seriez pardonné de penser que Satoshi était du côté des small blockers. L'email cité dans l'introduction pourrait donner cette impression. En fait, il existe de nombreux autres emails et articles de blog qui suggèrent que Satoshi était ouvert à l'augmentation de la taille des blocs de Bitcoin, du moins dans ses premiers jours. Croyez-le ou non, mais Bitcoin n'avait initialement pas de taille maximale de blocs lors de son lancement en janvier 2009. Ce n'est qu'en septembre 2010 qu'une limite de taille de blocs d'un mégaoctet a été introduite, un changement qui avait été proposé quelques mois plus tôt par Satoshi lui-même. On ne sait pas réellement pourquoi il a fixé cette limite de taille de blocs. Ce que l'on sait, c'est que des préoccupations concernant cette limite ont émergé un mois plus tard. Un autre développeur de Bitcoin de l'époque, nommé Jeff Garzik, a soutenu que la limite d'un mégaoctet devait être supprimée si Bitcoin voulait un jour rivaliser avec des acteurs comme PayPal en termes de vitesse. Ainsi, on pourrait dire que Jeff était le premier big blocker. 15 minutes plus tard, Jeff reçoit une réponse de Michael McCarthy, l'un des premiers défenseurs de Bitcoin et le créateur du premier explorateur de blocs Bitcoin. Michael a averti Jeff que s'il essayait d'augmenter la taille du bloc, cela provoquerait un hard fork. Ainsi, on pourrait dire que Michael était le premier small blocker. Pour ceux qui ne sont pas familiers, un hard fork se produit lorsqu'un changement est apporté à une blockchain, mais que tous les nœuds de la blockchain ne sont pas d'accord avec les nouvelles règles. Ce qui en résulte est une division de la chaîne, avec une blockchain suivant les anciennes règles et l'autre suivant les nouvelles règles. Les deux deviennent moins sécurisés en conséquence car il y a moins de nœuds sur les deux chaînes, donc moins de décentralisation. À ce propos, une hard fork en raison d'une augmentation de la taille du bloc était une autre raison pour laquelle les small blockers s'opposaient à celle-ci, justement parce que cela rendrait le Bitcoin moins sécurisé. Satoshi était d'accord avec Michael pour cette raison et la limite d'un mégaoctet n'a pas été augmentée. Le débat sur la taille du bloc a été essentiellement réglé jusqu'en août 2015. En août 2015, donc, Mike Hearn et Gavin Anderson ont annoncé leur soutien à une proposition pour une nouvelle version de Bitcoin appelée Bitcoin XT. La proposition avait initialement été publiée par Gavin en juillet 2015 sur le GitHub de Bitcoin sous le nom de Bitcoin Improvement Proposal 101 ou BIP 101. Comme vous pouvez l'imaginer, Bitcoin XT visait à augmenter la taille du bloc de Bitcoin de 1 à 8 mégaoctets, puis doublerait sa taille de bloc chaque année jusqu'en 2036. À ce moment-là, chaque bloc de Bitcoin serait gigantesque, atteignant 8 gigaoctets, ce qui garantirait effectivement que seul un petit nombre de nœuds serait capable de stocker l'historique complet de Bitcoin. Tout le monde n'a pas la capacité d'avoir un énorme stockage chez soi. Naturellement, les big blockers ont soutenu que l'augmentation agressive de la taille du bloc de Bitcoin était nécessaire pour qu'il devienne un système de paiement mondial. Ils ont également soutenu qu'il n'y aurait pas de hard fork, car la plupart des gens de la communauté Bitcoin, y compris la plupart des nœuds, soutenaient l'augmentation de la taille du bloc de Bitcoin. Ces big blockers étaient soutenus par des entreprises comme Circle, BitPay, le plus grand processeur de paiement en crypto à l'époque, et Blockchain.info, la plus grande entreprise de portefeuille crypto à ce moment-là. Ce qui pourrait surprendre, c'est que certains mineurs de Bitcoin ont également soutenu Bitcoin XT, mais pas pour les raisons que vous pourriez penser. Nous reviendrons sur les mineurs dans un instant. Les small blockers, quant à eux, étaient représentés par des personnes comme Gregory Maxwell et Adam Back, cofondateurs de Blockstream, une entreprise technologique qui crée des produits Bitcoin. Un autre acteur clé du côté des small blockers était Samson Mow, qui travaillait à l'époque pour une bourse de crypto appelée BTCC et est ensuite devenu le directeur de la sécurité de Blockstream. Les mineurs de Bitcoin semblaient initialement indécis quant à l'augmentation de la taille du bloc. D'un côté, ils pensaient qu'une augmentation modérée de la taille du bloc était raisonnable. De l'autre, ils s'inquiétaient des effets secondaires indésirables, tels qu'un hard fork. Les mineurs semblaient croire qu'ils contrôlaient le réseau, mais estimaient ne pas avoir suffisamment d'informations pour prendre la bonne décision. Cela nous amène à une question clé du livre, qui contrôle le Bitcoin ?
Du point de vue des big blockers, ce sont les mineurs qui ont la main sur le protocole. Cependant, les small blockers voient les choses différemment. Selon eux, ce sont les nœuds Bitcoin qui contrôlent le réseau. L'introduction de Segregated Witness, SegWit, en 2015, semblait être le compromis parfait entre les big et small blockers. SegWit optimiserait les transactions Bitcoin d'une manière qui aurait pour effet pratique d'augmenter sa taille de bloc à 2 mégaoctets, le tout sans provoquer de hard fork. De plus, SegWit rendrait possible la création de solutions de mise à l'échelle de couche 2, comme le Lightning Network. Ce dernier est la solution parfaite pour permettre une multitude de micro-paiements à la vitesse de l'éclair. Pour en savoir plus sur le Lightning Network, rendez-vous sur notre vidéo qui traite de ce sujet. Le lien est dans la description. Malgré tout, en pratique, les big blockers n'étaient pas satisfaits. Selon Jonathan, c'était parce que cette guerre était une guerre de contrôle et ils voulaient le contrôle. En d'autres termes, les investisseurs institutionnels ne se souciaient pas vraiment de la mise à l'échelle de Bitcoin, ils cherchaient simplement une excuse pour le contrôler. Il s'est avéré que SegWit allait également corriger une faille très lucrative dans l'exploitation minière de Bitcoin, appelée ASIC Boost. Cette faille permettait en gros de miner du Bitcoin à 20% moins cher. Bitmain, le plus grand fabricant des machines d'exploitation minière de jetons numériques, avait breveté ASIC Boost en Chine. Cet avantage leur aurait finalement donné un monopole sur l'exploitation minière de Bitcoin et pas seulement sur le matériel. Si vous êtes en capacité de produire la même ressource que vos concurrents pour moins cher, vous gagnez. En d'autres termes, les mineurs de Bitcoin n'étaient pas vraiment du côté des big blockers. Ils voulaient simplement continuer à gagner de l'argent. Le sentiment des mineurs envers SegWit a commencé à changer après le piratage de la DAO en 2016, qui a provoqué un hard fork d'Ethereum. Ce piratage a effacé 50 millions de dollars d'Ether et a causé d'énormes problèmes pour les mineurs et les bourses de crypto-monnaies. Vous trouverez un très bon article sur ce sujet dans la description. Face à la résistance croissante à l'égard de SegWit et à la prise de conscience que les mineurs ne pourraient pas empêcher son implémentation, les big blockers ont pris une mesure drastique, l'accord de New York. Cet accord, organisé par le Digital Currency Group, a rassemblé les plus grandes entreprises de crypto-monnaies et a abouti à l'engagement de mettre en œuvre SegWit, suivi d'un hard fork pour augmenter la taille du bloc. Cependant, cet accord a finalement échoué à produire le hard fork souhaité. Un autre groupe de big blockers a effectué un fork propre de Bitcoin pour créer Bitcoin Cash. Pendant ce temps, la partie SegWit de l'accord de New York avait été mise en œuvre, une victoire claire et nette pour les partisans des petits blocs. À ce stade, il devenait clair qu'une mise à jour complète de Bitcoin n'était pas la voie à suivre. Le moment décisif est survenu en mars 2017, lorsque de grands échanges de cryptos sont devenus des partisans des petits blocs, Bitfinex, Kraken, Bitstamp, BitMEX et d'autres. En bref, le fork de Bitcoin, avec le plus grand soutien des nœuds, serait le Bitcoin original, indépendamment de la puissance de minage. Les mineurs étaient devenus plus sceptiques quant à une mise à jour complète en raison du hard fork d'Ethereum, comme nous l'avons mentionné. Tout ce qui restait à faire était de trouver un moyen de convaincre toutes les parties impliquées de soutenir le soft fork de SegWit, et c'est là que Litecoin entre en jeu. Litecoin est souvent considéré comme un banc d'essai pour Bitcoin. En effet, beaucoup des mises à jour de Bitcoin se produisent d'abord sur Litecoin. Il a joué un rôle clé dans cette saga. Les mineurs de Litecoin ont tenté de bloquer la mise à jour SegWit sur leur propre réseau, principalement parce qu'ils étaient liés à Bitmain et à d'autres mineurs utilisant ASIC Boost. Ils ne voulaient pas lâcher les 20% de remise. Cependant, la communauté Litecoin, largement unie derrière son fondateur Charlie Lee, un autre small blocker important, a forcé les mineurs à mettre en œuvre SegWit, établissant ainsi un précédent pour Bitcoin. Ce développement a ramené à la question centrale. Qui contrôle Bitcoin? Est-ce les mineurs ou les opérateurs de nœuds et les développeurs? L'upgrade de SegWit sur Litecoin suggérait que la réponse était les opérateurs de nœuds et les développeurs. Un post par un développeur pseudonyme appelé Shaolin Fry a proposé un plan pour en faire la réponse définitive. Le plan consistait à orchestrer ce que l'on appelle un User Activated Soft Fork, ou UASF. Cela impliquerait que les nœuds Bitcoin signalent qu'ils cesseraient d'accepter les blocs des mineurs de Bitcoin qui refusent de mettre en œuvre SegWit. À son tour, cela forcerait les mineurs de Bitcoin à signaler qu'ils avaient l'intention de mettre en œuvre SegWit. Pour promouvoir cette initiative populaire, Samson Mow a créé des chapeaux aux couleurs militaires avec les lettres UASF dessus. Ces chapeaux étaient portés par les petits bloqueurs lors de conférences Bitcoin à travers le monde pour montrer leur soutien à l'initiative qui commençait à gagner du terrain dans la communauté Bitcoin plus large. Ce qui est fascinant, c'est que la signalisation des nœuds est la manière dont la communauté Bitcoin votait sur les mises à jour à l'époque de Satoshi. Cela avait du sens parce que tous les mineurs de Bitcoin étaient aussi des nœuds. Mais comme avec les utilisateurs de nœuds, le vote s'est divisé en deux types distincts. Voter avec les nœuds et voter avec la puissance du minage.
Aujourd'hui, les deux formes de signalisation sont nécessaires pour que les mises à jour de Bitcoin se produisent, et les mises à jour elles-mêmes doivent être codées par les développeurs de Bitcoin. La mise en œuvre réussie de SegWit a été une victoire majeure pour les small blockers. Elle a non seulement résolu le débat sur la taille des blocs, mais a également établi Bitcoin comme une forme d'or numérique, avec des solutions de mise à l'échelle de couche 2, comme le Lightning Network, pour soutenir les systèmes de paiement. Quoi qu'il en soit, Jonathan résume la victoire des small blockers comme suit. Dans le véritable esprit de Bitcoin et de son créateur pseudonyme Satoshi, le UASF n'est pas issu d'une réunion officielle à huis clos entre les grands acteurs. Au lieu de cela, il a été publié ouvertement et promu par un développeur pseudonyme Shaolin Fry. Cependant, l'auteur Jonathan nous met en garde. Selon lui, lorsque les principaux bénéficiaires de systèmes monétaires centralisés réaliseront le potentiel de l'argent contrôlé par l'utilisateur, ils pourraient ne pas l'apprécier. Enlevez son jouet à un bébé, vous verrez sa réaction. Les futures batailles pourraient être axées sur la résistance à la censure plutôt que sur la mise à l'échelle et la taille des blocs. À l'heure actuelle, des gestionnaires d'actifs comme BlackRock et des mégabanques comme JP Morgan semblent faire de nouvelles tentatives pour prendre le contrôle de l'ensemble du marché de la crypto-monnaie. Ils poussent à considérer les portefeuilles non dépositaires comme trop risqués et donc dangereux. Pour info, un tel portefeuille numérique est comme un coffre-fort qui n'appartient à aucune banque ou entreprise, c'est vous l'unique propriétaire. Les régulateurs financiers, influencés par Wall Street, intensifient également leur surveillance et leurs restrictions sur les échanges de crypto-monnaies et les stablecoins centralisés. Jonathan prédit que ces nouvelles tentatives pour contrôler Bitcoin et les crypto-monnaies ne réussiront probablement pas. Selon lui, les institutions ne comprennent pas que de nombreux détenteurs de crypto-monnaies sont motivés par plus que de simples gains à court terme en monnaie fiduciaire. Ils voient le potentiel de cette technologie à les libérer du système financier existant. Et c'est ainsi que nous luttons, en utilisant notre imagination pour créer un système alternatif. Le résultat est loin d'être certain, mais si nous essayons, nous pourrions juste réussir. On espère que cette vidéo vous aura appris des choses sur l'histoire de Bitcoin. La conclusion ? Personne n'a réellement la main mise sur Bitcoin. C'est plutôt une judicieuse alchimie entre mineurs, nœuds validateurs et développeurs qui peut faire évoluer le protocole. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt sur Money Radar.